Merci beaucoup. Je dois d'abord commencer par remercier les organisateurs pour l'invitation. Excuse. Deuxièmement, je voudrais faire remarquer que je suis économiste et le contenu de ma communication va porter sur mon expérience, d'abord comme apprenant africain du français et ensuite comme enseignant d'économie et de l'utilisation de l'économie en langue étrangère dans certaines universités ici au Japon. Donc ma communication va porter sur la langue française en Afrique francophone dans une perspective de formation des ressources humaines globales. Donc les débats ou le conflit entre connaissances et compétences. Le sujet, je pense, a déjà été discuté par les intervenants précédents. Donc je vais aller très rapidement focaliser sur l'essentiel de mon message. Et donc le thème central de notre communication s'articule autour de l'idée des tensions qui existent entre le français, qui est une langue en fait étrangère en Afrique, donc la langue française comme un outil porteur des connaissances communicationnelles, et les langues locales, les langues vernaculaires africaines, qui sont quant à elles porteuses de compétences et héritage culturel. Et tout ça dans l'espace francophone africain. Donc je ne vais pas discuter l'utilisation et l'enseignement de l'anglais dans la partie anglophone de l'Afrique, mais je vais essentiellement parler de la langue française dans l'espace francophone. Donc je vais parler de deux sujets, des deux thèmes essentiels. Le premier, la cohabitation linguistique et les quelques conséquences de cette cohabitation au niveau de la gestion, de la manière dont ces tensions entre compétences et connaissances sont gérées dans la pratique. Et la seconde conséquence sera au niveau de l'immersion culturelle, la nécessité de l'immersion culturelle. Et en dernier lieu, la compétence culturelle, donc la nécessité d'une formation des ressources humaines compétentes en matière culturelle ou interculturelle. Alors avant de commencer, je voudrais souligner tout d'abord que, en dépit de son statut de langue officielle dans tous les pays francophones d'Afrique, le français cohabite avec un certain nombre de langues locales ou dans certains pays, ce que nous appelons des langues nationales. Donc ce sont des langues qui sont nées après la colonisation ou bien à partir de la colonisation. Donc ce sont des langues qui n'existaient pas avant la colonisation. Donc les Français cohabitent avec toutes ces langues dans tous ces pays africains. Et parmi ces pays francophones d'Afrique, il y a des pays qui sont linguistiquement homogènes. Et nous avons le pays comme par exemple le Rwanda ou le Burundi, où la langue dominante reste bien sûr la langue officielle, le français, mais à côté du français, il y a une seule langue qui est utilisée par toute la population dans ces pays-là. Donc il y a la langue officielle qui est le français, mais il y a une seule langue locale qui existe dans ces pays-là. Alors, dans la deuxième catégorie, il y a des pays où le français est la langue officielle, mais à côté de cela, il y a plusieurs langues, mais il y a une langue qui reste dominante. Donc, ce sont des pays francophones à plusieurs langues, donc il y a hétérogénéité des langues locales, mais il y a une langue qui est dominante. Donc, dans cette catégorie, on a les cas, par exemple, du Sénégal avec les Wolofs, on a le cas du Gabon avec les Fang. Alors, dans la dernière catégorie des pays francophones africains, il y a la catégorie où il y a une hétérogénéité linguistique, mais à côté de ça, il n'y a pas une langue dominante. Donc, nous avons le cas, par exemple, de la République démocratique du Congo, mon pays, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun.
donc où il y a hétérogénéité des langues locales à côté de la langue française. Alors, cette cohabitation entre le français et les langues vernaculaires crée nécessairement des conditions de tension d'un bilinguisme qui a des effets au niveau de l'apprentissage ainsi que de l'utilisation du français en Afrique. Donc l'existence de cette tension s'illustre notamment par l'émergence de deux phénomènes, à savoir les rejets des langues locales, des langues vernaculaires, lors de l'apprentissage, ainsi que les recours à un français alternatif, connu comme le français populaire africain. Alors, avant de discuter d'abord le premier aspect, donc l'émergence, les rejets de langues vernaculaires, je voudrais, une fois de plus, insister sur le fait que, au début de l'ère coloniale, au début de l'interaction coloniale entre la France ou la Belgique, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, au début de l'ère coloniale, l'enjeu de l'enseignement du français reste l'acquisition du savoir et des connaissances dans les administrations et non pas une quelconque compétence linguistique ou compétence pratique. Donc, ce faisant, les Français symbolisaient le pouvoir, la domination, voire une façon ou une autre façon par rapport à l'Afrique de voir le monde. Donc, désormais, les Français, contrairement aux langues vernaculaires, s'est retrouvé être la seule langue à permettre la représentation des concepts et termes techniques. C'était la seule langue qui pouvait prendre en compte les réalités technologiques et scientifiques, contrairement aux langues locales africaines, dont les représentations de certains concepts techniques avancés n'existaient pas. Alors donc, désormais, les Français, contrairement à ces langues vernaculaires, devenait un outil essentiel pour l'acquisition des technologies, des connaissances technologiques et des connaissances scientifiques. Donc, pour les apprenants, pour les étudiants, l'apprentissage du français était une priorité, c'était une nécessité, et la motivation des apprenants était automatiquement ou nécessairement très élevée. Alors, pour les enseignants, il n'y avait pas de nécessité, il n'y avait pas de besoin de faire une sorte de marketing, de tenter de motiver les apprenants, parce que la motivation était déjà là, le français étant devenu une langue incontournable. Et pourtant, la garantie de la motivation de l'apprenant contraste avec les rejets de langues vernaculaires, malgré l'importance de ces dernières comme porteuses de culture et de compétences pratiques. En guise d'exemple, d'illustration du rejet des langues vernaculaires, on retiendra par exemple la réticence de certaines familles quant à l'enseignement en langue vernaculaire. Donc en Afrique, comme certains d'entre vous le savez, beaucoup de familles, surtout parmi les élites, résistent l'enseignement ou l'utilisation des langues vernaculaires au niveau des écoles pour leurs enfants. Donc il y a beaucoup de familles au niveau des élites qui privilégient l'enseignement entièrement en français et qui considèrent les langues vernaculaires comme une seconde langue pour leurs enfants. Donc le deuxième volet de ces tensions linguistiques s'illustre notamment par l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler le français populaire africain. Ce dernier est un français dont les expressions directement traduites des langues vernaculaires ne peuvent être comprises en français standard. Il faut vite souligner que même si les mots utilisés sont empruntés au français officiel, ils n'ont pas du tout la même signification. Par exemple, on se retrouve avec des expressions telles que deuxième bureau, qui en fait, en français africain, désigne la seconde femme ou la maîtresse. La raison est bien simple. Dans la culture africaine, une maîtresse ou une seconde femme n'a pas une connotation négative. Alors, utiliser le concept de maîtresse ou de seconde femme implique une connotation négative et pour
fonctionner dans la langue française, on utilise le mot français, mais pour traduire une réalité dont on reconnaît la différence avec les mots français qui existaient par ailleurs. Donc on se retrouve par exemple avec des mots, des expressions telles que manger par gourmandise. L'image du crédit ici suggère qu'on aura à payer quelque part d'une certaine façon les conséquences de sa façon de manger. On se retrouve aussi avec des expressions telles que manger l'argent, qui veut tout simplement dire détourner les deniers publics ou le fonds public. Alors, comme on peut le constater, certaines de ces expressions du français africain, recourent aux mots du français standard pour reconstruire des réalités culturelles différentes de celles décrites par la langue française. Aussi, ne pouvant pas culturellement décrire la seconde femme par des mots à connotation négative, on recourt à une expression neutre de deuxième bureau afin de présenter une réalité extramaritale en des termes beaucoup plus acceptables au niveau de la culture africaine. Au demeurant, cette façon de combler les écarts culturels fait aussi que malgré que le français permette aux apprenants d'accéder à des concepts tels que ceux liés à la transparence dans la gestion des deniers publics, il est tout autant regrettable de constater que, dans la pratique, ce sont plutôt les sens véhiculés par les langues vernaculaires qui dominent au quotidien. Donc ce sont plutôt les sens de la culture africaine, les sens portés par les cultures africaines qui continuent à dominer, bien que de temps en temps, il y a des recours faits aux mots et concepts d'origine française. Alors, trois constats complémentaires se dégagent de ces observations relatives aux tensions linguistiques en Afrique. Le premier est celui lié au constat selon lequel, en Afrique, le français est une langue officielle, disons en Afrique francophone, mais elle n'est pas, ou disons le français n'est pas une culture, ou n'est pas porteur de culture. Donc il y a déjà cet écart-là qu'on observe au niveau de la langue et de la culture, alors que nous savons qu'en principe, les langues sont porteurs de culture. Et aussi, cela entraîne certaines nécessités. La première, c'est la nécessité de se libérer des tensions linguistiques dans la formation des compétences. Donc, lorsqu'on discute de la formation des ressources humaines globales, on doit prendre en compte le fait qu'il peut y avoir, dans l'accession des langues étrangères, il peut y avoir toujours cet écart-là qui va persister entre la culture que la langue étrangère est porteuse et l'aspect linguistique, l'aspect communicationnel des langues. Donc il faudra que dans la formation, qu'il y ait cette nécessité-là de, du moins, réduire ces écarts, gérer ces tensions linguistiques qui existent au niveau de la formation de compétences. Et l'autre élément qu'il faut aussi insister, c'est que même si le français ouvre aux apprenants africains, par exemple, la porte vers les concepts scientifiques que les langues vernaculaires ne les rapportent pas, de telles acquisitions scientifiques ne se traduisent pas en attributs culturels, généralement associés à la langue du départ, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et avant de décrire aussi les volets, excuse. Non, ok. Excuse, je me suis. Ok. Donc l'apprentissage d'une langue étrangère faisant face à cette tension linguistique entre la culture, à cet écart entre la culture et la langue, doit aussi se focaliser sur l'intégration culturelle comme les intervenants précédents ont eu à l'expliquer. Donc je vais juste aller au troisième élément de ces conséquences, c'est que
En Afrique, en se basant, en se référant encore au cas africain, les phénomènes de colonisation pris dans le sens d'influence asymétrique et à bien des égards comparables à celui de la mondialisation ou de la globalisation. Et toutefois, contrairement à la colonisation qui implique une domination linguistique, comme je l'ai eu à expliquer, la mondialisation offre les possibilités d'interaction de plus en plus grandissantes. Et ce qui fait que, de nos jours, il est beaucoup plus facile d'enseigner les langues étrangères en prenant en compte l'apport technologique et en créant des situations de simulation qui essayent de recréer des situations réelles telles que les apprenants auront à faire face dans la société globale en général. En guise de conclusion, c'est quelques éléments sur l'expérience du français en Afrique francophone et nous indiquent comment les tensions entre les connaissances et les compétences que nous avons associées à la culture, dans ces cas, donc nous avons la manière dont nous avons défini les compétences, comme vous l'avez compris, s'associe plus à la culture et à la façon dont les individus conçoivent la langue par rapport à des réalités vécues. Et il y a aussi une nécessité, par exemple, dans l'enseignement des langues, qu'on tienne compte de ne pas seulement apprendre la langue, par exemple, de ne pas seulement apprendre le français, mais d'apprendre sa spécialité en français. Et cette nécessité, par exemple, nous avons eu à l'expérimenter, à insister là-dessus, au niveau de nos enseignements ici dans certaines universités du Japon, par exemple en introduisant des cours de négociation du commerce international, au cours de laquelle nous avons créé des exercices, des analyses économiques et créé des situations de simulation au cours de laquelle les étudiants discutent, négocient à partir des faits réels de chaque pays et on essaie de créer des situations de simulation pour que les étudiants, les apprenants aient la chance de ne pas seulement apprendre la langue, mais d'apprendre, de négocier une situation réelle qui n'est pas différente de celle auxquelles ils auront à faire face dans l'avenir. Et puisque les phénomènes mondiaux, comme la colonisation et la globalisation, qui émergent suite aux impératifs économiques, sont naturellement des phénomènes aculturels définis comme absence de culture, il devient difficile de véritablement former des hommes capables de fonctionner dans de tels contextes sans au préalable remplir certaines exigences. Parmi ces exigences, il y a la nécessité de trouver des axes permettant d'identifier les tensions à l'œuvre lorsqu'il s'agit de connaissances linguistiques et de bien les distinguer de celles des compétences. Et enfin, il serait évidemment utile que la formation des ressources humaines en matière de langue, que ce soit au Japon, en France ou en Afrique, puisse bénéficier de toutes les possibilités que la mondialisation offre aujourd'hui, telles que, comme je l'ai dit avant, la possibilité d'utiliser la technologie avancée pour créer des exercices de simulation que les apprenants, les étudiants peuvent faire dans la classe ou faire sur Internet par eux-mêmes. Je vous remercie.